Pour des millions de téléspectateurs à travers le monde, Karen Grass incarnait la mère idéale, le pilier serein et aimant de la petite maison dans la prairie. Dans cette série culte diffusée de 1974 à 1983, elle apportait dignité, compassion et une force inébranlable au rôle de Caroline Ingalls, aux côtés de Michael Landon en Charles Ingalls. Basée sur les livres emblématiques de Laura Ingalls Wilder, l'émission célébrait les valeurs familiales, la persévérance des pionniers et l'esprit communautaire de la frontière américaine. Pourtant, derrière les décors idylliques de Walnut Grove, une vérité bien plus sombre se cachait. Pendant près d'un demi-siècle, Karen Grass, aujourd'hui âgée de 83 ans, garda le silence sur les humiliations, les inégalités et les tensions qui ont marqué les coulisses. Ce n'est qu'avec la publication de ses mémoires Bright Lights, Prairie Dust en 2021 qu'elle brisa enfin ce mur, projetant une ombre longue sur l'un des hommes les plus adorés de la télévision. Ce qui se passait hors caméra était loin de l'image scène projetée à l'écran. Harcèlement sexuel verbal, disputes salariales humiliantes et un contrôle absolu exercé par Landon, producteur exécutif et réalisateur. Préparez-vous à découvrir l'histoire cachée d'une série adorée où la réalité a éclipsé la fiction. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de ces révélations choc. Les origines de Karen Grass et l'audition décisive pour la petite maison. Karen Grass naquit le 25 février 1942 à Berkeley, en Californie, dans une famille marquée par des contrastes profonds. Son père, Eugene Grass, était un agent immobilier indépendant, mais son alcoolisme et ses tendances suicidaires ont profondément influencé l'enfance de Karen. Eugene, un homme dû au travail mais rongé par ses démons intérieurs, représentait à la fois un modèle de persévérance professionnelle et un avertissement tragique. Karen grandit dans une atmosphère où l'alcoolisme familial créait des tensions invisibles, un héritage qu'elle porterait plus tard dans sa propre vie. Sa mère, phrasée, offrait un contrepoint de stabilité, encourageant chez sa fille une passion pour les arts. Dès l'adolescence, Karen se tourna vers le théâtre, étudiant à l'Université de Californie à Berkeley où elle obtint son diplôme, puis à la prestigieuse London Academy of Music and Dramatic Art. Ces formations lui forgèrent une base solide en théâtre classique, avec des expériences sur Broadway dans The Gingham Dog et Shakespeare in the Park. Avant La petite maison dans la prairie, la carrière de Karen était faite de hauts et de bas. Elle enchaînait les rôles au théâtre régional, des tournées avec des compagnies itinérantes et des apparitions dans des soap-opéras sur les réseaux nationaux. Financièrement instable, elle luttait pour percer à Hollywood, un monde impitoyable pour les actrices de plus de 30 ans. Son premier mariage avec l'acteur Léon Russom, en 1966, s'effondra en 1970, la laissant émotionnellement et financièrement vulnérable. Russom, connu pour des rôles dans des séries comme MacGyver, n'apporta pas la stabilité escomptée. Karen se retrouvait souvent à jongler entre auditions précaires et petits jobs pour survivre, tout en nourrissant le rêve d'un rôle marquant. L'opportunité arriva en 1974 avec le pilote de La petite maison dans la prairie, adapté des livres semi-autobiographiques de Laura Ingalls Wilder. Ces 9 romans, publiés entre 1932 et 1943, commençant par Little House in the Big Woods et culminant avec 10 Happy Golden Years, dépayaient la vie rude des pionniers dans le Midwest américain. Michael Landon, fraîchement sorti de Bonanza après 14 saisons en tant que Little Joe Cartwright, prit les rênes du projet comme acteur principal. Charles Ingalls, producteur exécutif, réalisateur et scénariste récurrent. Après l'annulation de Bonanza en 1973, Landon cherchait un nouveau défi familial, inspiré par les valeurs morales et l'esprit pionnier des livres de Wilder. Pour l'audition de Caroline Ingalls, Karen prit un risque financier. Elle dépensa $40, une somme considérable à l'époque pour elle, pour une robe de laine modeste avec col roulé et jupe évasée, évoquant parfaitement l'esthétique pionnière. Ignorant les instructions vestimentaires standards, elle se présenta ainsi devant Landon. Impressionné, il se leva immédiatement et déclara « Envoyez-la à la garde-robe ». Ce moment changea sa vie. Formée au théâtre, Karen était novice en télévision, mais Landon, charismatique et infatigable, la soutint lors du tournage du pilote. Dans des interviews ultérieures, elle le décrivit comme extrêmement gentil et sensible, un réalisateur patient qui lui permit de s'adapter au rythme télévisuel. Au début, l'admiration était mutuelle. Landon voyait en elle l'incarnation parfaite de la matriarche forte et aimante, tandis que Karen admirait son dévouement et son humour. La série, diffusée pour la première fois le 30 mars 1974 sur NBC, connut un succès immédiat, touchant les familles américaines par ses thèmes de résilience et d'unité. Karen, enfin stable financièrement, entrait dans la lumière, ignorant les ombres à venir. Pourtant, dès les premiers mois, des signes avant-coureurs apparurent. Landon contrôlait tout, scénario, ambiance du plateau, performance.
Son passage de Bonanza, où il était passé de jeune cow-boy rebelle à figure paternelle, l'avait habitué au pouvoir absolu. Karen, issue du théâtre collaboratif, sentit vite la domination. Mais pour l'instant, le succès effaçait les doutes. La série générait déjà des audiences massives, des produits dérivés et une fidélité fan inouïe, posant les bases d'un empire télévisuel. Karen Grassl, de l'ombre théâtrale à la célébrité, avait trouvé sa niche. Mais à quel prix? Le succès fulgurant et la dispute salariale qui fit surtout. À peine un an après son lancement, la petite maison dans la prairie s'imposa comme un pilier de NBC, réunissant des familles entières autour d'histoires inspirées des livres de Laura Ingalls Wilder. Les volumes originaux, comme Little House on the Prairie, 1935, capturaient l'essence des luttes pionnières, famine, tempête, maladie, surmontées par l'amour familial. Michael Landon, fort de son expérience sur Bonanza, série western qui avait duré 14 ans et forgé son image de héros viril, transforma cela en drame familial télévisuel. Il n'était pas seulement Charles Ingalls, le père dévoué. Il réécrivait les scripts, réalisait des épisodes et veillait à ce que chaque scène respire moralité et chaleur. Le public adorait. Audience record, merchandising florissant et un écho culturel durable. Karen Grassl, en Caroline, Ma Ingalls, apportait une profondeur émotionnelle irremplaçable. Son rôle central en tant qu'un des deux adultes principaux justifiait une compensation équitable. Pourtant, avant la deuxième saison, 1975 à 1976, elle osa demander une renégociation salariale. À l'époque, son cachet oscillait entre 2 000 et 4 000 $ par semaine, loin de refléter le succès grandissant. La série générait déjà des millions pour NBC via publicité et produits dérivés. Karen, soutenue par son agent, aborda Landon et la chaîne, arguant de son statut de co-lead. La réaction fut glaçante. Landon, maître du plateau, la prit à part pour des conversations privées manipulatrices. Selon ses mémoires, il invoqua des tests du réseau, prétendant que Caroline n'était pas le personnage préféré, insinuant qu'elle était remplaçable. Pire, il insista pour aligner son salaire sur celui des enfants. Melissa Gilbert, Laura, Melissa Sue Anderson, Marie, une humiliation flagrante pour une actrice principale adulte. « C'est une jungle là-dehors, lui dit-il, il faut de la parité avec les filles. » Karen se sentit insultée, réduite à un rôle secondaire malgré sa contribution vitale, people, comme elle obtint finalement une augmentation, mais au prix d'une rupture profonde. Cette dispute marqua un tournant. L'admiration initiale pour Landon, charismatique, drôle, soutenant lors du pilote, vira à la froideur. Sur le plateau, il devint distant, moody. Karen, professionnelle, ravala sa frustration. Dans les années 1970, une femme de plus de 30 ans risquait tout en défiant un producteur puissant. Hollywood n'offrait aucun filet. Pas de RH, syndicat faible face aux représailles. Elle choisit le silence, espérant que le temps apaiserait les tensions. Mais Landon, hypersensible au contrôle forgé par Bonanza où il avait gravi les échelons, lança une campagne pour la diminuer selon ses mots. Scénario modifié, rôle réduit, Caroline, autrefois cœur émotionnel, perdait de la substance. Le succès de la série masquait ses fissures. NBC jubilait avec des audiences familiales, tandis que les livres de Wilder inspiraient une génération. Landon, vu comme un père télévisuel, régnait en maître. Karen, piégée par la gloire, endurait. Cette partie de son histoire révèle les inégalités genrées d'Hollywood, actrice sous-payée, homme au pouvoir absolu. Des décennies plus tard, dans Bright Lights, Prairie Dust, elle dénonce cela sans amertume excessive, reconnaissant le talent de Landon tout en exposant sa cruauté. Le public, bercé par l'harmonie Ingalls, ignorait que derrière les pionniers se cachait un champ de bataille salariale. Harcèlement sur le plateau et l'humiliation silencieuse. Avec la deuxième saison, les tensions salariales explosèrent en un harcèlement subtil mais destructeur. Michael Landon, tout-puissant, transforma le plateau en terrain de vengeance. Karen Grassl se souvient d'une atmosphère étouffante, rôle de Caroline écornée, réplique coupée, intrigue réorientée vers Charles. Ce n'était pas du hasard, c'était un message clair sur le pouvoir. Dans un épisode clé comme « At the End of the Rainbow », une séquence onirique glamour fut édulcorée pour elle, la laissant sur le banc de montage. Landon, réalisateur fréquent, veillait personnellement à ses coupes, moquant ses expressions faciales devant l'équipe, provoquant rire complice. Le pire surgit lors des scènes intimes, lit partagé, conversation tendue entre Charles et Caroline. Sous les projecteurs, entouré d'hommes de l'équipe, Landon lançait des blagues obscènes. Il utilisait des termes vulgaires comme « c'est astérisque, racontait des histoires dégradantes sur l'odeur des femmes après le sexe ou sur l'anatomie féminine.
Karen se sentait piégée, congelée, voulant disparaître. J'étais dans ce petit lit, sans issue, entouré d'hommes riants, confia-t-elle à People. Ces moments, chaleureux à l'écran, étaient pour elle des prisons d'humiliation. L'équipe, rompue à la monotonie des tournages longs, y voyait de l'humour. Pour elle, c'était du harcèlement sexuel verbal, reconnu aujourd'hui comme environnement hostile.people.com. Dans les années 1970, le mot harcèlement n'existait pas formellement à Hollywood. Pas de hashtag MeToo, pas de protection. Landon, adulé comme père de substitution, faisait loi. Karen, isolée, n'avait personne, collègues enfants inconscients, syndicats impuissants. Son alcoolisme naissant amplifiait la douleur, mais elle opta pour le professionnalisme, souriant en interview. Landon, charismatique en public, cachait un côté acerbe, influencé par sa propre pression, portant le show sur ses épaules. Cette dynamique révèle le sexisme rampant, femmes objectifiées, hommes dominateurs. Karen endura, craignant le blacklistage. Des co-stars comme Alison Argrim confirmèrent plus tard l'ambiance Mad Men, alcool, blagues sexistes. Pourtant, Landon brillait en réalisateur, infusant moralité. Karen, dans ses mémoires, nuances, talent et cruauté coexistent. Ses révélations, post-2021, choquèrent fans voyant en lui un icône. Le plateau, loin du cocon familial, était un lieu de pouvoir toxique. Les démons intérieurs, alcoolisme, héritage familial et point de rupture. Au milieu des années 1970, tandis que la petite maison triomphait, Karen luttait en privé. L'alcoolisme, hérité de son père Eugène, alcoolique suicidaire, s'intensifia. Hautement fonctionnelle, elle buvait depuis Berkeley, sous stress académique. Sur le show, humiliation salariale et harcèlement la poussèrent vers le vin. Dîner, soirée masquait le désespoir. Elle menait une double vie. Main égale sereine à l'écran, femme brisée en off. Mauvais choix relationnels aggravèrent. Liaison avec Gilles Gérard, guest dans A Handyman, 1977. Captivée par son charisme malgré son couple, elle contracta une IST, gonorrhée, devant l'avouer à son partenaire. Honte et parallèle avec Eugène la hantèrent. Addiction menaçait tout. Elle voulait boire comme les autres, mais finissait en crise de larmes. Point de rupture en 1977, déjeuner avec collègues, un verre de vin obsède. Elle sort fumée, rincée, mais l'envie persiste. Humiliant, dit-elle à People. Semaine après, discours féministe. Ivre, elle sent la gêne publique. Une femme l'affronte sur son problème. Nuit de dispute, réveil en larmes, c'est fini. Elle cherche aide, rejoint rétablissement. Chemin sinueux, mais déterminé. Mois plus tard, Eugène meurt d'alcoolisme, renforçant sa résolution. Maladie mortelle. Sobriété en 1978. Santé, clarté revienne, salaire double, respect regain.people.com. Cette bataille personnelle éclaire ses silences sur le plateau. Alcool masqué douleur, mais sobriété exposa cruauté de Landon. Héritage familial, père destructeur, brisé par résilience. Fan ignorait ma luttant contre démons, renforçant dualité image-réalité. Année finale du show, vie post-série et réconciliation poignante. Début 1990, tension perdure. Sobriété rend Karen lucide sur déséquilibre. Rôle de Caroline Hérodé, blague de Landon persiste. Elle endure, mentorant jeunes comme Mélissa Gilbert. Série finie en 1983. Soulagement mêlé à incertitude. Retour théâtre, production régionale, renouant avec Racine. Vie privée tumultueuse. Mariage James Alan Radford, 1982 à 1987. Adoption Zacharie après infertilité. Maternité bénédiction, mais divorce. Troisième union Scott Sutherland, 1991. Échoue. Zacharie, IT spécialiste, proche aujourd'hui. Visibilité TV limitée. Typecast coma. Ombre Landon. Diagnostic cancer, pancréas 1991. Émotion complexe. Elle écrit lettre pardonnant. Remerciant opportunité. Landon pleure lisant. Dernier message avant mort juillet 1991. 54 ans. Allègement pour Karen. Grâce sans drame. Les mémoires révélateurs. Le cancer et l'héritage revisité. En 2021, à 79 ans. Bright Lights. Prairie Dust brise silence. Inégalité. Harcèlement. Alcoolisme. Mariage. Fan choqué par Landon bully sexiste. Elle nuance. Grandeur et cruauté coexistent. Pandémie. Cancer sein précoce 2020. Chirurgie. Radiothérapie. Prône dépistage. Impact. Remerciements femmes Hollywood. Critique accusant ternir l'héritage. Monde changé.
Pré-vérité. Aujourd'hui, discrète avec Zachary, Karen rappelle séries mais cache douleur. Ombre sur Landon, lumière sur résilience féminine. L'émergence des tensions salariales et le tournant de la saison 2. À mesure que la petite maison dans la prairie conquérait les audiences de sa première saison en 1974, les coulisses révélaient des dynamiques de pouvoir inégalitaires. Karen Grassle, en Caroline Ingalls, était l'un des deux adultes principaux, aux côtés de Michael Landon en Charles. Pourtant, lors des négociations pour la saison 2, 1975 à 1976, elle osa demander une augmentation salariale, estimant que son rôle méritait une compensation équitable au vu du succès grandissant de la série. NBC bénéficiait de fortes audiences, de produits dérivés florissants et d'une fidélité fanatique, mais Landon, en producteur exécutif, contrôlait les budgets et les contrats .niposte. Comme sa réaction fut glaciale. Il prit Karen à part pour des discussions privées, arguant que les sondages du réseau montraient que Caroline n'était pas le personnage préféré des téléspectateurs. Pire, il insista pour aligner son salaire sur celui des acteurs enfants, malgré son statut de rôle féminin central. Pour Karen, ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une humiliation profonde, un rappel brutal de sa remplaçabilité dans un univers dominé par les hommes. Cette dispute marqua un point de non-retour. Auparavant admiratif, Landon devint distant et froid. Karen se souvint dans ses mémoires avoir été choquée par cette dévalorisation de ses contributions, qui incluait non seulement sa performance mais aussi son influence sur le ton émotionnel de la série Goodred. Comme dans l'industrie télévisuelle des années 1970, les actrices comme elles faisaient face à des inégalités systémiques. Les salaires des femmes étaient souvent inférieurs de 30 à 50% à ceux des hommes pour des rôles similaires et les contrats étaient précaires. Karen, avec son background théâtral, avait investi émotionnellement dans le personnage, rendant la rebuffade d'autant plus douloureuse. Elle persista professionnellement, mais les scripts commencèrent à refléter cette rancune. Les intrigues centrées sur Caroline furent réduites, ses répliques minimisées, transformant un rôle clé en figurant. Le contexte plus large amplifiait ces tensions. La série, censée promouvoir des valeurs familiales, était en réalité un produit commercial piloté par Landon, qui réécrivait les scénarios pour maximiser son exposition. Des sources rapportent qu'il ajustait les épisodes pour booster les moments dramatiques de Charles, au détriment des autres personnages. Loupé. Comme Karen, sensible à ces manipulations, se sentit effacée, un sentiment exacerbé par l'absence de recours. Pas de RH moderne, peu de soutien syndical efficace contre les représailles subtiles. Elle choisit le silence pour préserver sa carrière, consciente qu'une actrice de 30 ans risquait l'oubli si elle quittait le show. Cette stratégie de gentille fille, jouer le jeu, garder le silence, lui permit de survivre, mais à un coût psychologique élevé. Au fil de la saison 2, l'atmosphère sur le plateau se tendit. Les longues journées de tournage, souvent sous un soleil implacable pour simuler les prairies, accentuaient les frictions. Karen nota que Landon, autrefois soutenant, imposait maintenant un contrôle absolu sur l'ambiance, dictant non seulement les dialogues mais aussi les interactions. Des anecdotes de costards, comme Mélissa Gilbert, Laura, soulignent que Landon agissait en père dominant, mais pour Karen, cela virait à l'autoritarisme. Roma Magazine. Comme la dispute salariale n'était pas isolée, elle reflétait les luttes plus larges des femmes à Hollywood, où des figures comme Landon incarnaient le machisme latent. Finalement, après persistance, Karen obtint un doublement de salaire en 1979, mais les dommages étaient faits, la confiance était érodée, et les scènes intimes entre Charles et Caroline devinrent des terrains minés d'humiliation, comme exploré dans la partie suivante. Cette période illustre comment le succès commercial masquait des dysfonctionnements humains. La série, vue par des millions comme un havre de moralité, générait des revenus colossaux pour NBC et Landon, mais exploitait les talents secondaires. Karen, en demandant l'équité, défiait non seulement Landon mais un système entier. Ses mémoires décrivent cette bataille comme un combat pour la dignité, où chaque victoire mineure était arrachée au prix de l'isolement. À l'écran, Caroline restait le centre calme. Hors caméra, Karen luttait pour sa voix. Les humiliations sur le plateau et le contrôle de Michael Landon. Avec les tensions salariales de la saison 2 encore fraîches, l'atmosphère sur le plateau de la petite maison dans la prairie devint oppressante pour Karen Grassle. Michael Landon, en maître incontesté, exerçait un contrôle total. Scénario réécrit, direction imposée, et un humour qui virait à l'humiliation ciblée .niposte. Comme particulièrement lors des scènes intimes, comme celle où Charles et Caroline partageaient un lit, Landon lançait des blagues obscènes sur le sexe, les femmes et même l'apparence de Karen. Entourée d'une équipe majoritairement masculine sous les projecteurs brûlants, elle se sentait piégée, emprisonnée dans ce petit lit sans issue. Les rires des techniciens accentuaient son malaise, transformant des moments censés être tendres en expériences dégradantes. Fox5 ni .com. Ce comportement n'était pas anodin,
Il reflétait un sexisme bully, comme Karen le qualifie dans ses mémoires. Landon, connu pour son charisme public, cachait un côté dominateur en privé. Des sources rapportent qu'il se vantait même de sa vie sexuelle sur le set, incluant une affaire avec une stand-in adolescente. CindyClerico.nipos.com pour Karen, ses blagues n'étaient pas drôles. Elles étaient des rappels constants de son statut inférieur. Incapable de protester sans risquer d'être vue comme difficile, elle endurait, gardant contenance pendant que l'équipe riait. Cette dynamique isolante, sans RH ou protection moderne, était courante dans l'Hollywood des années 1970 à 1980, où les plaintes pouvaient ruiner des carrières. Les scripts subissaient aussi cette influence. Les arts émotionnels de Caroline étaient minimisés, des scènes réécrites pour favoriser Charles. Karen perçut cela comme une punition pour sa demande salariale, un message clair de pouvoir.people.com à l'écran. La famille Ingalls rayonnait d'unité. Derrière, Karen se sentait effacée. Son rôle réduit à un accessoire. Elle confia plus tard que le plus dur était l'isolement. Les enfants costards, comme Melissa Gilbert, étaient trop jeunes pour comprendre et personne ne défiait Landon ouvertement. Cette culture du silence perpétuait les abus, forçant Karen à ravaler sa frustration pour survivre. Dans un contexte plus large, ces incidents s'inscrivent dans les controverses bien saines de la série. Des épisodes comme ceux impliquant des thèmes sombres, assauts, maladies, étaient parfois inspirés de Bonanza, mais le contrôle de Landon étouffait la créativité collective. Romanmagazine.com Karen, avec sa formation théâtrale, aspirait à une collaboration, mais se heurtait à un ego dominateur. Elle joua son rôle avec professionnalisme, mentorant même les jeunes acteurs, mais intérieurement, la confiance s'effritait. Ces humiliations quotidiennes, cumulées aux longues heures de tournage où des membres de l'équipe s'évanouissaient de chaleur, testaient sa résilience. Sans échappatoire, Karen internalisait la douleur, préfigurant ses luttes personnelles avec l'alcool. Cette partie du récit révèle comment un show familial masquait un environnement toxique où le pouvoir absolu de Landon transformait le travail en champ de mine émotionnelle. Histoire Karen Grass redéfinit la petite maison. Lumière, ombre. Comment voyez-vous série maintenant? Commentez, likez, abonnez pour Secret Hollywood.